Bonjour à tous, et donc nous revoilà dans un contexte un petit peu particulier parce que cette fois nous sommes tous hors champ à cause du confinement. Donc avec mon cher ami Thomas, Tous. on va vous faire une petite vidéo mais donc à distance l'un de l'autre, même si on aimerait bien être ensemble. Et est-ce que vas-y, je te laisse présenter vite fait le sujet aujourd'hui. Le sujet global pour aujourd'hui, ça sera les affiches de cinéma. C'est, disons, la première chose qui nous donne envie de voir un film, mais au final qui est quand même très vite oubliée. Maintenant, je trouve que l'affiche de cinéma prend un peu plus de place pour les collectionneurs et pour les films en général. Mais c'est une histoire vraiment dense et des artistes vraiment peu reconnus, mais vraiment talentueux. Donc on comptait parler de ça aujourd'hui. Ouais, puis surtout elle n'est pas si souvent que ça abordée sur YouTube Pas ou quoi, trop, ouais. donc je suis d'accord avec toi. Allez, c'est parti. Alors moi je pense un des premiers points qui était vraiment intéressant à mettre en avant, c'était qu'en fait l'affiche à la base, surtout au début du cinéma, donc elle est apparue tout de suite en même temps que les premières projections dans les fêtes foraines et tout, c'était vraiment le seul lien entre le film, ou les petits courts-métrages, parce que c'était pas forcément des gros films à l'époque, entre donc ces œuvres et le spectateur. Donc déjà, à la base, elle devait vraiment présenter le thème de la projection, l'univers du film, et en plus donner au spectateur envie d'aller voir ce film. Donc c'est là où déjà elle a un rôle double, dans le sens où il faut subtilement qu'elle présente, mais sans trop en dire, parce que sinon la curiosité du spectateur, elle va peut-être être moindre, et du coup il n'aura pas forcément envie de dépenser de l'argent pour aller le voir. Par exemple, c'est un des problèmes aujourd'hui avec certaines bandes annonces qui en montrent trop, et du coup, limite, t'as plus besoin d'aller voir le film, parce que t'as déjà vu des moments clés ou des choses qui te gâchent en fait une surprise totale. Ouais, c'est ça, c'est que c'était surtout dans les prémices du marketing du cinéma. Je pense que les premières affiches de base étaient vraiment là pour attirer l'œil, pour attirer en fait le spectateur. C'était la seule facette en fait de pub que les producteurs pouvaient utiliser. Mais c'est sûr que par rapport à maintenant, même une affiche peut limite... par exemple, je pense à une affiche de Stranger Things où justement on voit le monde à l'envers. Si on réfléchit vraiment, ça nous spoil quand même énormément. Alors qu'avant, je trouve que même maintenant une affiche peut spoil et on y est vraiment. Et tu parlais comme tout à l'heure des bandes annonces, ça on n'en parle même pas. Mais ouais, c'est sûr que je trouve que dans le temps, disons que c'était beaucoup des affiches qui montraient juste les acteurs, qui montraient un peu l'ambiance du film, le thème du film, mais ça s'arrêtait vraiment là, quoi. Tiens, c'est bien que tu parles des acteurs justement sur les affiches, parce que c'est clair que à partir des années 30, 40, en fait, t'as plus une affiche sans vraiment une description du nom des acteurs et tout, alors qu'avant, c'était pas forcément le cas. Et ça, du coup, c'est intéressant aussi, puisqu'en fait, les affiches avant, vu qu'il n'y avait pas de stars dans le cinéma, en fait, il n'y avait pas de nom d'acteur. Et ça, aujourd'hui, c'est impossible, tu vois, ça n'existe plus. C'est sûr, ouais. Après, je pense que comme tu disais, c'était pas spécialement connu. Et ensuite, avec justement le fait que les films prenaient, le budget des films, les productions prenaient de plus en plus d'ampleur dans les années passant. Évidemment, je pense qu'à un moment, ils se sont dit, et vu que il n'y avait pas encore la télé, Internet, etc. Je pense qu'un des points de marketing les plus importants sur l'affiche, c'était sûr que c'était soit le faciès de l'acteur, soit directement son nom en noir sur blanc, quoi. Mais je trouvais ça cool, tu vois, de voir en fait que la transformation en même temps, de toute façon, elle s'est toujours modifiée, améliorée avec le cinéma en parallèle. Et du coup, comme tu as dit, à partir du moment où il y a des stars qui sont apparues, et sur les affiches, il y a les stars qui sont apparues avec leur nom. Un autre truc que je trouvais qui était cool, c'est qu'avant que la photographie soit vraiment démocratisée, en fait, les affiches, elles suivaient les courants artistiques. Genre, vu que c'était des techniques manuelles comme le dessin, l'illustration, la sérigraphie, en gros, elles suivaient les courants de l'art de l'époque. Alors, à partir donc, de la photo, c'est plus forcément le cas, mais du coup, je trouvais que c'était un point assez cool, qu'il y avait une relation vraiment directe entre la façon de penser des artistes de l'époque et les affiches qu'on retrouvait. Moi, c'est où j'ai créé mon petit dossier après, où je pense que j'expliciterai plus. J'en viens justement à ça, justement les courants artistiques des affiches, et pour montrer justement qu'il y a encore des artistes actuels qui se battent pour ne pas numériser les affiches, pour pas que ça soit que sur Photoshop, etc. Je dis pas que c'est que ça, mais en grande partie ça l'est. Et il y a des artistes encore actuels qui se battent pour créer des affiches. Je sais pas, par exemple, je vais dire un nom, au Fusain par exemple, il y a une affiche assez connue qui est sortie il y a pas très longtemps, qui a été faite uniquement au Fusain. Et je trouve ça super qu'en fait il y ait des personnes qui se battent pour ça, quoi. Ouais, parce que ça donne un côté pas générique, mais vraiment c'est une œuvre à part entière qui ça, puis même c'est nostalgique.
En plus, C'est aussi nostalgique, ouais. Bah écoute, si tu veux, vas-y, si tu veux en proposer une qui t'a marqué ou que tu veux en présenter une, je te laisse y aller. Ben, alors le tout premier disons, qui m'a marqué, je pense que tout le monde la connaît, donc c'est une affiche qui a été faite par Bill Gold. Donc c'est un mec qui a fait des affiches de films de 1942 à 2011, donc c'est, disons, une pointure dans le sujet. Il a fait des affiches pour Eastwood, Kubrick, Ridley Scott. Et donc en gros, celle-là que j'ai parlé, je pense que tout le monde la connaît, c'est celle de l'Exorciste. Donc c'est une affiche qui est, disons, enfin, je pense qu'elle est générique à tout le monde voit à quoi elle ressemble. Donc justement, on voit le prêtre avec cette lumière qui est directement sur lui, qui l'éclaire. Et en fait, la petite anecdote justement sur l'affiche qui m'a vraiment plu, c'est qu'en gros, quand Friedkin il a demandé à faire l'affiche, il a été voir donc Bill Gold, qui était déjà quand même assez connu, et il lui a juste dit tout simplement: je veux juste que tu ne parles absolument pas du film, je veux pas voir de démons, je veux pas voir d'un signe religieux, je veux même pas voir la tête de la fille qui va jouer dans le rôle. Donc c'est là que justement on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec les acteurs, etc. Là, Friedkin il voulait absolument rien. Et donc je trouve que, enfin, et de ce qu'il arrive à en tirer sur cette affiche, je trouve ça incroyable de donner justement enfin, maintenant c'est iconoclaste, quoi. Quand on voit juste un homme en chapeau, en ombre, illuminé justement par une lumière vraiment, tout de suite je pense qu'on fait référence à l'Exorciste. Et je trouvais justement l'anecdote assez dingue de pouvoir justement faire une icône aussi forte avec des contraintes aussi élevées aussi, quoi. C'est vrai, ouais, tu vois, je connaissais pas l'anecdote, mais dans un sens ça ne m'étonne pas parce que comme tu l'as dit, les contraintes ça permet de se dépasser, souvent en art, et j'avoue que celle-là, c'est quand même un sacré classique. On voit le talent du mec, ouais. Après, pour faire un petit aparté, après ça c'est des recherches, je le savais pas, mais je savais pas non plus qu'en gros il a repris une série de tableaux de René Magritte qui s'appelle L'Empire des Lumières. J'ai vite fait regarder, c'est assez intéressant. D'accord, écoute, toujours bien à noter s'il y en a qui sont curieux et qui veulent regarder. Un autre point dont je voulais parler, c'était qu'en fait, donc, on voit tous les affiches qui sont affichées, logique, au cinéma ou dans la rue ou quoi, mais s'il y a bien une période aussi qui a été très bénéfique pour les images donc, qui sont créées pour présenter les films, c'est tous à partir de l'apparition de la cassette et donc jusqu'au DVD et au Blu-ray. C'est qu'au final, c'est des mini-affiches que tu peux aussi vendre directement avec le support physique. Comme on a parlé dans les précédentes vidéos, on aime beaucoup justement le support physique. Et c'est, je pense, pour beaucoup aussi, des fois on connaît pas tous les films et juste en voyant la jaquette, en fait, on se dit putain, celui-là j'ai envie de le voir, quoi. C'est vrai. Parce qu'en plus, voilà, ce que tu dis, c'est d'autant plus intéressant parce que si pour les films anciens, t'avais peut-être aucune chance de voir l'affiche vu que t'étais même pas né, et en voyant les DVD, les supports physiques, au final, tu revois l'affiche du film, mais des années après, en fait. Complètement, ouais. Je suis sûr qu'il y a des personnes, peut-être pas de notre génération, peut-être un peu avant, où ils ont découvert limite l'affiche du film après avoir vu le film, quoi. Ouais, carrément. Il suffit de le voir à la télé et ensuite de le voir le support physique ou pas. Ouais, complètement d'accord. Donc je trouve que c'est pas mal parce qu'en fait ça a donné une seconde vie aux affiches en fait. Ouais, complètement. Pareil pour la seconde vie des affiches, comme on en parlait tout à l'heure, tous les collectionneurs en fait, tout le côté collection des affiches de films. Maintenant, tu peux en trouver certaines qui montent à des prix exorbitants, quoi. Ouais, et en plus, c'est bien que tu abordes ce point parce que surtout à l'époque, pour certaines salles en fait, tu avais des affiches qui étaient faites sur mesure. Pour par exemple, ils avaient un encadrement qui faisait telle taille, du coup ils faisaient une affiche vraiment individuelle, par exemple pour le Grand Rex à Paris. Et du coup, comme tu dis, celles-là elles valent très cher et elles sont vraiment recherchées par les collectionneurs. Écoute, vas-y, si tu veux en présenter une seconde. Et maintenant je vais vous présenter Michael C. Cross. Donc pareil, c'est aussi un artiste qui a travaillé en l'occurrence pour les JO de 68 à Mexico. Et son affiche la plus célèbre à mon sens, c'est celle d'SOS Fantôme. Et donc la petite anecdote justement sur ce film qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, au moment de la sortie de la première affiche, en fait, ils ont eu une petite couille, si je puis me permettre. En gros, le problème, c'est que le nom qui a été déposé donc pour le film était déjà possédé par le studio Film Animation. Et le problème, c'est que le film allait être lancé, donc il fallait bien qu'à un moment le département marketing se bouge les fesses. Et donc ils se sont dit, tout simplement, on va faire une icône. Et donc c'est Michael Seacross qui s'y colle.
et qui crée ce petit fantôme dans le signe interdit qui deviendra, je pense, un des phénomènes de pop culture les plus forts de la décennie, voire plus. Et en gros, en faisant ça, juste pour une affiche de film, ça devient juste sans titre, parce qu'on dit bien que sur l'affiche, il n'y a pas du tout de titre, c'est juste l'icône du petit fantôme, et ça devient juste, comme on dit, une... Ouais, il a créé tout l'événement autour du film grâce à l'affiche, limite. Ouais, en fait, moi, c'est surtout, comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est aussi pour rejoindre ça, on parlait des titres et des noms. Là, il n'y a absolument rien, juste une image. Et juste avec une image, il a créé une hype de ouf, et qui continue maintenant, quoi. J'avoue que c'est assez fort. Ouais, c'était parce que, pareil, je trouve que c'est une affiche qui sort un peu de l'ordinaire, qui a une petite histoire derrière, et je trouvais ça intéressant d'en parler. Alors moi, j'avance toujours aussi dans le temps, parce que comme tu l'as dit, aujourd'hui, l'affiche, elle est surtout entre les mains des publicitaires. Donc il y a beaucoup moins le côté artistique comme on pouvait l'avoir auparavant. Et donc il y a une petite perte d'inspiration aussi, avec notamment Photoshop. Il y a des affiches de plus en plus génériques où on va retrouver toujours la même présentation des personnages, la même façon de mettre en avant les noms, les couleurs. Donc bon, comme tu l'as dit, c'est bien justement que tu donnes des exemples de choses qui sortent un peu du commun, parce qu'aujourd'hui c'est rare. Ça se standardise beaucoup, je trouve. C'est ça. Et surtout, il y a un truc qui est encore... que je trouve vraiment encore pire. Donc je le savais pas avant l'année dernière, c'est dans un podcast aussi donc de No Ciné que je l'ai appris. Mais en fait maintenant, les studios, ils ont recours à des artistes qui sont même pas professionnels. Par exemple, si ils vont se balader, donc après avoir sorti déjà un trailer du film ou quoi, ils vont se balader sur les DeviantArt, sur Internet. DeviantArt, ouais, c'est ça que je pensais. C'est ça. Et s'ils trouvent des gens talentueux qui font donc des affiches personnelles ou qui partagent sur Internet, qui sont mieux des fois que l'originel entre guillemets, ils vont les récupérer et puis ils vont rémunérer vraiment ces personnes presque rien. C'est un peu la sous-traitance, mais c'est pas très... c'est ça. Très dingue, quoi. Ok, ouais. Ouais, c'est triste. En vrai, c'est très triste. Bah ouais, parce que... Alors que ça devrait être une démarche collective, en fait, comme tout ce qu'il y a autour du film, que ce soit la réalisation, la production, le marketing et tout, là, c'est laissé vraiment... Ils le prennent plus vraiment au sérieux, en fait. C'est que le support de l'affiche, c'est vraiment un peu délaissé maintenant. C'est beaucoup plus tout ce qui va être bande-annonce, etc., qui va être primé. Ouais. Et je trouve ça un peu dommage aussi, tu vois, de prendre un peu... c'est un peu prendre le travail d'autrui. Il n'y a pas de recherche en fait des studios pour faire des affiches plus ou moins travaillées, et je trouve ça un peu dommage parce que c'est quand même un art, et c'est comme on le disait tout à l'heure, c'était les prémices en fait de la publicité pour les films de cinéma, quoi. Ouais. Donc ouais, je trouve que ça se perd un peu, c'est dommage. Après, comme tu dis, vu qu'il y a tellement, avec Internet surtout, on a tellement d'images et tout, de flow visuel, que c'est clair que maintenant l'affiche elle est un peu perdue dans le tas, quoi. Complètement. Après, on va pas se mentir aussi que le problème, c'est aussi un problème pas générationnel, mais d'avancée technologique. Oui, ouais, d'avancée technologique, je pensais surtout. Parce qu'évidemment, ouais, on va avoir tendance à regarder plus notre téléphone, la télé, etc., où on va justement avoir des courts teasers de films, plutôt que juste une affiche qui apparaît comme ça, quoi. Ouais. Ça, évidemment. Écoute, si tu veux partir sur la troisième, je te laisse. Et mon troisième artiste, ça sera James Jean, ou Jean, excusez-moi la prononciation. Donc c'est un artiste qui a beaucoup travaillé pour DC Comics, donc il a fait beaucoup de couvertures de bouquins. Donc déjà on comprend qu'il a un style assez particulier. Et donc comme j'en parlais tout à l'heure, j'ai parlé qu'il y avait une personne qui avait réalisé une affiche au fusain. Et donc en fait c'est lui qui a réalisé l'affiche de La Forme de l'eau pour Del Toro. Et comme je le disais, en fait Del Toro avait déjà une idée bien définie en tête, et il voulait quelque chose de travaillé, quelque chose qui n'était pas numérique. Donc il est passé par James Jean pour faire en fait une création à la base normale. Et quand il a vu, en fait, Del Toro a vu le travail juste réalisé au fusain, il s'est dit, c'est bon, en fait, je veux même pas que ça soit travaillé plus, je prends ça. Donc en gros, il a juste récupéré le croquis en fait de l'artiste, et il en a fait l'affiche. Et justement, c'est comme on le disait tout à l'heure, le fait de prendre en fait encore des artistes qui réalisent des affiches manuellement, hein, on va appeler ça comme ça, et pas numériquement, à l'ère actuelle de Photoshop, Illustrator, etc., je trouve que c'est bien justement pour l'expression, je parle créative, etc. Je trouve ça super bien de faire ça. Ouais, non, clairement, anecdote intéressante, et comme je suis du même avis que toi. Là, j'arrive à je pense, le point du coup qui devient personnel, parce que moi, toi aussi t'en as,
Mais donc j'ai pas mal d'affiches, mine de rien. J'en ai... Ah ouais. Je crois que j'en ai presque une quinzaine. Non, un peu moins quand même. Mais entre 10 et 15 affiches. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'à l'époque, en fait, suivant les pays, les affiches pouvaient être différentes. Il y a plusieurs raisons possibles. Donc ça pouvait être tout simplement parce que c'était des artistes locaux, ou alors que culturellement, il fallait présenter le film différemment. Et il y a bien un type d'affiche que je trouve vraiment très belle pour les films d'époque, c'est celle des anciens pays soviétiques. Ouais. Alors, parce qu'ils ont vraiment un style propre, un peu... je dirais pas... ça rappelle vraiment les fresques soviétiques qu'on peut retrouver dans certains bâtiments officiels ou quoi. Et Brut. Ouais, d'un côté, si, c'est un petit peu ça. Hein. Ok, ouais. Elles ont vraiment un charme particulier. Et par exemple, j'ai celle de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui vient de Hongrie, qui était la version hongroise. Et elle a rien à voir avec ce que nous, on a eu. Et je l'adore. Enfin, c'est mon affiche préférée, clairement. C'est comme, je crois que chez, je sais plus quel pays de l'Est c'est, peut-être la Russie. Je sais qu'ils avaient fait aussi des superbes affiches qui sortaient vraiment de l'ordinaire pour Star Wars. Ouais, c'est pareil, ouais. Elles sont trop Et il me belles. semble qu'elles étaient vraiment magnifiques. Ouais, je trouve qu'ils ont fait une belle série comme dessus. Je pourrais pas te dire le pays en question non plus, mais ouais, je les ai vues et effectivement, elles sont magnifiques. C'est comme tu disais, c'est chaque artiste pour les affiches, en fait, il donne un peu aussi sa patte, et c'est là qu'on voit aussi que les cultures en fait de chaque pays rentrent aussi là-dedans, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment bien. À l'inverse justement d'une bande-annonce qui va juste être générique, quoi. Ouais, clairement, parce qu'en plus, ouais, tu t'adaptes à ton public pour présenter le film. Ouais, c'est intéressant. Complètement, ouais, c'est culturel, je trouve ça. Enfin, je pense que c'est un peu propre aux affiches de films. Il y a peut-être aussi ça un peu sur les bouquins. Je le sais par exemple, je pense à Harry Potter. Je sais qu'ils ont fait aussi des couvertures pour à peu près chaque pays. Mais ouais, je trouve ça bien de faire en plus travailler des personnalités artistiques locales, quoi. Ouais, ça c'est clair. Vas-y, si tu veux partir sur ton numéro 4. Mon numéro 4, alors là par contre on va sortir un peu des anecdotes et on va juste donner le nom, je pense, d'une personne. Je vais vous dire les films. Il s'appelle Drew Struzan. Donc pour les connaisseurs, je pense qu'ils ont tout de suite compris de quoi je parlais. Moi je connaissais pas des masses. Et en fait il a juste fait les affiches de Blade Runner, Indiana Jones, Back to the Future, Star Wars et Harry Potter. C'est un peu le big boss du milieu. Ouais, on va pas se mentir, je pense qu'il a fait... et j'en passe, hein, je pense aussi aux Goonies, etc. Il a fait vraiment des affiches monstrueusement belles. Je pense c'est le boss un peu de la discipline. Et quoi dire de plus, quoi. Je pense qu'il a sorti des affiches que toute personne aimant le cinéma, on a au moins une accrochée à son mur. Donc je voulais quand même le citer. Je pense qu'on était obligé de le citer. Complètement, ouais. Je pense. Après, il n'y a pas spécialement d'anecdote sur lui, mais c'est juste que c'est un peu le maître, comme t'as dit. Hein. Ouais, voilà. Moi personnellement, je trouve son travail vraiment dingue. Toutes ces affiches sont rentrées complètement dans la pop culture et tout le monde les connaît, quoi. Ouais, en plus, je sais qu'il a fait aussi celle de Jurassic Park, Rambo, Hellboy. De toute façon, comme t'as dit. Un monstre. Ouais, un monstre. Un monstre. Et il est mort? Je sais pas par contre. Du tout, il a pris sa retraite, mais souvent il en ressort. Il y a pas longtemps, alors j'ai plus ma fiche sous les yeux, mais il y a pas longtemps, il est sorti justement de sa retraite pour réaliser des affiches pour How to Train a Dragon, c'est la série en français, c'est Dragon. Et il a fait justement quelques affiches pour le film d'animation. Il a été aussi au Comic-Con justement pour les présenter. Donc de temps en temps, il sort un peu de sa retraite et il fait quelques affiches pour les films, je pense, qui lui tiennent à cœur. Grand monsieur en tout cas. Alors moi j'arrive sur la dernière petite chose que je voulais évoquer. C'est donc comme je l'ai dit, j'ai plusieurs affiches chez moi et j'aime bien les affiches, les mettre au mur. Et du coup, je trouve en plus qu'elles ont un avantage sur les tableaux d'art courant entre guillemets. En général, ouais. Ouais. Donc c'est comme ces derniers, genre elles peuvent évoquer des émotions, stimuler l'imagination, l'inspiration. Donc ça, franchement, pas de souci. Mais je trouve qu'en plus, elles peuvent conserver des souvenirs. Parce que par exemple, si tu as été voir un film avec des amis et que tu possèdes l'affiche de ce dit film, en fait, tu vas te souvenir de la séance ou du moment que tu as passé avec tes potes ou même une compagne ou quoi. Tu vois, ça peut être un premier rendez-vous, le jour d'un anniversaire, un truc comme ça. Et du coup, à chaque fois que tu vas passer devant ton affiche, pas forcément à chaque fois, mais tu vas des fois repenser à cet événement. Et je trouvais ça cool. Ça fait office de photo, mais disons que c'est pas aussi subjectif justement, c'est un peu plus objectif. Et ça te rappelle en fait des moments, c'est sûr. Moi c'est aussi par exemple, même pas qu'au Cinoche, c'est des moments où on a regardé des films, peut-être ensemble ou avec des personnes qui me sont proches.
Et quand tu regardes l'affiche, justement, tu te rappelles un peu de tout ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, bon, bien sûr, tu me diras, ça pourrait être le cas avec des tableaux, si par exemple tu achètes des œuvres d'art avec tes amis, mais disons que c'est plus rare quand même. Hein. Complètement, ouais. Donc, Après, c'est pareil, je pense, c'est comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est au-delà de maintenant, pour nous, c'est un peu au-delà du marketing, c'est juste. C'est limite un objet personnel, quoi. C'est un peu, c'est un moment de notre vie qui est un peu transmis dans cette affiche, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et je trouve que c'est un avantage par rapport à la plupart des tableaux, sculptures ou décorations que tu vas avoir. Voilà pour mon dernier point. Donc si je te laisse partir pour ton 5. Bon, alors j'ai pas de 5e à proprement parler. C'est plus maintenant, je vais juste faire mention à deux critères qui jouent beaucoup sur l'affiche dans ma vie. Donc la première, c'est mention à l'écran fantastique et la rubrique le poster décrypté. À la fin en fait de chaque numéro, il y a un petit poster justement il y a une affiche qui est décryptée avec le nom justement de l'artiste, etc. Et je trouve qu'ils rendent un peu leur lettre de noblesse à des affiches un peu oubliées, où on connaît pas spécialement l'histoire derrière ça. Et c'est vrai que tous les mois, je trouve ça super fascinant, passionnant, d'apprendre en fait des choses sur des affiches qu'on voit comme ça et qu'on ne pense pas qu'il y a tout un travail en amont ou des anecdotes comme ça en amont. Et la deuxième, donc ça c'est un peu plus personnel, c'est avec François aussi. Donc mention justement à Grégory Leu qui fait des affiches pour la Nubis dans le cinéma où on va. Et il a réalisé aussi un bouquin des artworks et genre toutes les affiches, la majorité sont vraiment super belles, hyper bien construites, pardon. Et c'est lui qui fait tout de A à Z et c'est un travail monstre. Puis moi je trouve qu'il est talentueux et puis il a percé entre guillemets dans complètement ouais. Parce que il a fait aussi une pour Nanarland. Ouais. Et en plus perso nous on va à notre séance. On paye notre billet, on va voir 2 films tranquilles. On sait qu'on a en plus une affiche de film gratuite à la fin, à la sortie. C'est juste un bonheur, quoi. Complètement d'accord avec toi. Et elles sont, personnellement, je les trouve vraiment très belles. Et en plus, ça me permet de me souvenir de ces séances. Donc si vous pouvez... alors ce qui est bien, c'est qu'en plus, il fait souvent des match-up entre les 2 films que l'on va voir. Cool. Donc c'est souvent assez... franchement, c'est drôle. Allez voir son travail si vous avez 2 minutes juste sur Facebook, c'est assez dingue. On mettra sûrement un lien dans la description. Si les gens sont intéressés. Voilà, alors moi pour l'instant j'ai pas d'autres sujets entre guillemets à aborder. Après je pourrais lister les affiches que j'ai, mais je sais pas si ce serait forcément très intéressant. Est-ce que toi t'as envie de rajouter quelque chose ou des noms ou... Spécialement juste pareil, une petite anecdote vite fait. Regardez l'anecdote de Robert Gleason qui a fait l'affiche de Halloween. Faites-en votre avis. C'est vraiment minime, mais je trouve ça assez cool de voir ce qu'il a fait. Et ensuite, juste gardez vos affiches de cinéma, c'est les œuvres d'art. Il y a des mecs qui bossent derrière, c'est pas juste. Évidemment, c'est des conceptions artistiques, des conceptions marketing, pardon. Mais il y a quand même pour certaines affiches, des mecs qui travaillent derrière. On n'a pas parlé de tout le monde, mais il y a aussi par exemple l'affiche de Jaws qui est juste monstrueuse, qui a une belle histoire aussi derrière cette affiche. Donc, essayez quand même peut-être de voir un peu les artistes en global, voir ce qu'ils font aussi à côté, parce que souvent, c'est pas que les affiches de films, ils font aussi beaucoup de choses. Moi, je terminerai en mentionnant 2 noms de l'école française qui étaient très réputée, qui l'est peut-être un peu moins aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque. René Ferracci, qui a fait notamment celle du Salaire de la Peur, et Boris Grinson, qui a fait celle des 400 coups. Ils font partie, donc, apparemment 2 maîtres français très réputés. Et enfin aussi, ce que je voulais dire... Ouais, donc, petite anecdote personnelle, mon grand-père était donc projectionniste pendant presque 25 ans. Et donc, ce qui était cool en fait avant au cinéma, c'est que tu pouvais demander en fait les affiches qui étaient encadrées et à la fin de la durée d'exploitation, ils te les donnaient gratuitement. Bon, aujourd'hui, malheureusement, c'est plus le cas et on doit les payer, souvent si on les souhaite. Et donc, le plus triste, entre guillemets, dans cette anecdote, c'est que tous les affiches qu'il avait récupérées donc, durant ces années de boulot, malheureusement, on les a toutes perdues. Je suis un petit peu déçu là-dessus, mais bon. Ouais, je conçois. Mais c'est vrai que t'as bien fait, juste de vite fait prendre ce point en compte. C'est vrai que la difficulté maintenant, quand même, d'avoir des affiches, elle est quand même assez présente, quoi. Ah ouais, carrément. Ça peut être très cher de les acheter au cinéma, quoi. Si déjà ils les vendent, ce qui est pas... Ouais, voilà, exactement. C'est déjà compliqué de les avoir comme ça. Très bien. Messieurs, mesdames, nous arrivons à bout de pellicule et donc il est temps de se quitter. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao!